Alors, entre le Bénin et le Niger, si ce n'est pas la guerre, cela y ressemble. Le président béninois Patrice Talon l'a dit et martelé, le pétrole nigérien ne sera pas exporté via le port de Cotonou tant que le pouvoir militaire incarné par le général Abdourahmane Tiani ne rouvrira pas la frontière terrestre qui permet au Niger d'importer ce dont il a besoin via le port de Cotonou. Le message de Talon peut être résumé ainsi: si vous nous considérez comme nos ennemis, si vous nous considérez comme vos ennemis et si vous avantagez, si vous désavantagez notre port par rapport à celui de Lomé, eh ben, votre pétrole ne passera pas non plus dans l'autre sens pour être exporté. Écoutons Patrice Talon. Ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison pour cela. Alors, c'est dit, quel est le sens de ce conflit qui empêche en l'état actuel des choses au Niger et à la société chinoise CNPC d'exporter les 90 000 barils par jour de ce pays sahélien qui a un besoin pressant de ces tout nouveaux revenus pétroliers? Non, je crois que tout part de la posture que le Bénin a eue au moment du coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé le président Bazoum avec le Nigeria et la Côte d'Ivoire, un peu le Sénégal. Le Bénin était en pointe pour une intervention militaire et Cotonou avait même promis engager des hommes si jamais cette intervention se faisait. Donc ça a été mal perçu, ça a été perçu comme un acte inamical de la part des militaires au pouvoir à Niamey. De sorte que lorsque le président Talon a changé d'avis et qu'il a dit que la phase de la condamnation est passée maintenant, il faut prendre acte et avancer, et que la CEDEAO a levé les mesures qui ont été prises, les sanctions contre le Niger, la fermeture de frontières terrestres et aériennes, le Niger a ouvert ses frontières avec le Nigeria, mais a refusé d'ouvrir avec le Bénin, compte tenu de la posture que le Bénin a eue. Donc il y a eu visiblement une volonté de la part des militaires, une volonté de représailles, qui était plus dictée par le cœur que par la raison, à mon avis. Puisqu'on sait, et c'est un fait intangible, que le port le plus proche pour le Niger, c'est celui de Cotonou. Le port de Lomé est beaucoup plus loin et il présente l'aléa de traverser le Burkina parce que le Niger n'a pas de frontière avec le Togo, mais il a une frontière avec le Bénin. Si vous voulez utiliser le port de Lomé, il faut traverser le Burkina et à l'état actuel de la sécurité au Burkina, personne ne voudrait. Il faut organiser des escortes qui sont longues, qui sont périlleuses, etc. Donc, on est dans une situation... Les prix pour l'inflation, bien c'est pas sûr, top. ça a augmenté les prix. Le prix du sac de riz a augmenté de 25-40%, 50% même. Et je pense que ce bras de fer s'explique un peu par des considérations presque un peu de cœur que de raison. Le Bénin aura toujours besoin du Niger pour son port et le Niger aura toujours besoin du Bénin pour pouvoir importer et exporter. Maintenant, compte tenu de la configuration, parce qu'au milieu de deux, il y a quand même un pays, c'est la Chine, puisque la Chine qui produit le pétrole. Bon, l'hypothèse que l'on entend ici et là, c'est que la Chine puisse faire la médiation pour que les intérêts des uns et des autres soient sauvés, parce que le Niger a besoin d'ouvrir sa frontière, et le Togo, le Bénin plutôt, a pris une mesure de représailles contre le Niger qui avait pris une mesure de représailles contre le Bénin. Donc, à ce rythme-là, on n'en sortira pas. Et la Chine pourra cadoter quelques gens à Cotonou pour faire passer la pilule. Parce que quelque part, le pauvre Niger va devenir peut-être plus riche que le moyen Bénin. Oui, mais l'enjeu est aussi important pour les militaires, puisqu'ils ont quand même contracté le prêt de 400 millions de dollars auprès de la Chine
en comptant sur ce pétrole qui va être exporté. Donc si le pétrole ne commence pas à être exporté, ce prêt, lui aussi, il devient un peu aléatoire. Et or, les militaires, dans le contexte d'aujourd'hui, ont besoin de cet argent-là pour avoir une bouffée d'oxygène. Alors Patrice Talon va être accusé par la rue ouest africaine de faire le jeu de la France et des puissances militaires étrangères qui veulent la peau d'un pouvoir militaire et d'un pays membre de l'AES. Oui, et encore une fois, il faut revenir à ce qui s'était passé l'an dernier après le coup d'État contre Mohamed Bazoum. C'est que le ton était extrêmement ferme de la part de Patrice Talon et ça se rapprochait un petit peu du ton qu'avait pris Emmanuel Macron avec son fameux conseil de défense et toutes les petites, comment dire, la petite agitation qu'il y a eu autour de la CEDEAO. Cette prise de position un peu trop zélée, je dirais, de la part de Patrice Talon, a donné une espèce de suspicion qui a fait monter les tensions avec les nouvelles autorités nigériennes. Y compris au Bénin, où des médias ont été coupés parce que justement, ils prenaient le parti du pouvoir militaire nigérien, d'autant plus qu'en termes d'audience au Bénin, et comme dans beaucoup de pays ouest-africains, soutenir les pays de l'AES, ça rapporte de la vue. Hein. Oui, au Bénin, encore plus, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que l'une des figures du panafricanisme moderne, c'est pas très positif. Du néo-panafricanisme, mais sans tous les aspects les plus positifs, c'est quand même Kémi Séba, qui est aujourd'hui une nationalité béninoise et donc qui bénéficie d'une grande popularité aussi au sein de cette population. Donc je pense qu'il y a une césure claire entre la façon dont le peuple béninois perçoit la vague néo-panafricaine et les prises de position et les paroles qu'a pu avoir Patrice Talon. Et au point où on l'a accusé, il y a eu des rumeurs qui l'accusaient de vouloir héberger une base militaire française. Je pense que c'était en fin d'année dernière. Il y avait une base flottante, c'était pas des rumeurs, il y avait une sorte de base flottante. Le média d'ailleurs a fait une enquête dessus sur le terrain, une base, pas une vraie base, mais une base flottante, on va dire, au Bénin. Ça a suffi à alimenter cette tension entre les deux pays et à laisser flotter quand même le doute sur ce que défend comme intérêt Patrice Talon, qu'on sait proche d'Emmanuel Macron quand même, qu'on sait proche de la France. Donc, actuellement, je pense qu'il a été pris à son propre jeu, le fait de vouloir absolument hausser le ton et ne pas se rendre compte qu'en fait, le Bénin, j'écoutais l'ancien ministre des Affaires étrangères là, sur RFI, Aurélien Agbenonsi, qui disait bien qu'en fait, le Bénin a sous-estimé l'impact qu'auraient ces sanctions sur lui et qu'aujourd'hui, c'est le port de Cotonou qui paye un peu l'addition. Donc, en fait, il n'avait pas intérêt à se lancer, à aller aussi loin dans l'affrontement. Bernard, est-ce que finalement, on ne peut pas dire que les hydrocarbures sont sur le point de modifier quelques hiérarchies économiques au sein de la CEDEAO? Le petit Niger a de nouvelles recettes qui peuvent lui donner de la marge de manœuvre, mais pour ça, il dépend du Bénin, comme le Tchad, par exemple, dépend du Cameroun pour son pétrole. Alors, est-ce qu'une petite onde ne vaut pas mieux qu'une grande onde? Et est-ce que finalement, il ne faut pas s'arranger parce que c'est quelque chose de... Enfin, les deux sont obligés désormais d'avoir des relations, quelle que soit la nature de ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. C'est évident. Puis il y a une première chose qu'il faut rappeler, c'est que Patrice Talon a été élu par les Béninois comme l'opposant, entre guillemets, à la volonté française d'installer quelqu'un. Puisque l'idée de la France... Mais pour ceux qui y croyaient, c'était un peu des naïfs. L'époque, c'était d'ailleurs, on l'appelait le sous-gouverneur. Parce qu'il y a aussi juste un des aspects, qu'il était métis, c'était un peu ambigu quand même. C'était l'idée de la France, c'était d'avoir un sous-gouverneur au Bénin. Ça n'a pas marché parce que la population béninoise... Talon était déjà lié à la France à cette période. Oui, mais à cette époque-là, l'opinion publique béninoise a voté Talon contre ce système-là. Et aujourd'hui, Talon s'avère être un élément du système, où c'est intégré dans ce système. Oui, il y était de toute façon avant. Mais pour l'opinion béninoise, ça fait qu'aujourd'hui... Sur un malentendu, on l'a pris pour ce qui n'était pas. Sur un malentendu, et ça fait monter des gens comme Kémi Séba, d'un autre côté, puisque c'est un effet de... Et pour revenir directement au pétrole, je suis bien d'accord avec Cédric, les Chinois sont au milieu, les Chinois ont payé le pipeline, les Chinois exploitent le pétrole. On a payé notre pétrole, on veut notre pétrole.
Ils ont avancé 400 millions de dollars à Tiani pour l'aider parce qu'ils ont un peu de problèmes financiers. C'est pas Talon qui va fatiguer les Chinois longtemps. Hein. Ça, c'est clair. Donc, à un moment donné, les uns et les autres... ils vont voir ce que c'est que la Chine comme je africaine. dis, des petits cadeaux peuvent arranger les affaires. Oui, hein. mais Alors, c'est- Geneviève, la CEDEAO est tellement... Souveraineté contre souveraineté, quand même. Pardon, c'est pas les Chinois qui vont empêcher de Talon souveraineté contre souveraineté. C'est un État souverain, le Bénin aussi. Non, mais on peut aussi reconnaître, accepter suis- la souveraineté du Bénin comme, Non, mais moi, je comme suis celle pour du... les souverainetés de comme très celle- loin. Comme celle Mais du je Niger. dis aujourd'hui... Je finis après vous, d'accord. On peut accepter la souveraineté du Bénin comme celle du Niger, d'ailleurs. Moi, là où je suis d'accord avec Cédric, c'est qu'on est complètement dans de l'émotionnel et qu'il y a un moment où le Niger va aussi devoir comprendre qu'il est un État enclavé, que ça implique un certain nombre de choses, et notamment des bonnes relations avec ses voisins. Donc, rester sur du ressentiment suite à la position effectivement très ferme de Patrice Talon dans le cheminement des sanctions au moment du coup d'État, c'est, voilà, ok, pourquoi pas, mais il y a un moment où on voit quel est le prix. Et le prix, c'est ce système de préfinancement, c'est quand même toujours quelque chose de très compliqué, parce que quand on verse 400 millions de dollars de brut, qui ensuite ne peut pas être acheminé, ne peut pas être exporté, ça coûte 7% quand même hein, de taux d'intérêt, donc c'est cher. Donc moi, je pense qu'on est dans un bras de fer, que les Chinois, bien sûr, vont jouer les médiateurs, mais que c'est l'intérêt de personne de rester trop longtemps dans ce bras de fer, et que le Niger a sans doute un peu plus à y perdre que le Bénin. Voilà, c'est tout. En termes Donc, financiers, c'est évident. en termes financiers, c'est évident. Maintenant, il y a d'autres termes, c'est-à-dire, il y a aussi... D'ailleurs, l'État du Niger perd plus financièrement, mais Oui. le Bénin, en tant que pays, vu son tissu de petits commerçants, le tissu de tous ceux qui sont Mais oui. à la frontière, perd encore plus. Et c'est le Mais- nord du Niger, le nord du Bénin qui Oui. perd, le nord du Bénin qui est un enjeu électoral massif. Mais dans on ce est pays. d'accord. je Pardon, confirme. je finis là-dessus. On est d'accord. C'est bien pour ça que le Bénin ne peut pas accepter et joue cette épreuve de force avec le Niger. Le Bénin ne peut pas accepter que sa frontière terrestre soit fermée de manière comme ça D'autant définitive, plus ou que en ça tout cas passe dans, quand même, ou en hein, tout dans cas dans le long. l'informel. Mais ça passe dans l'informel justement. Mais il y a quand même un manque à gagner pour le Bénin aussi de cette fermeture de frontières. Donc on est dans un bras de fer qui forcément va C'est-à-dire que s'arrêter. la palabre ne va pas durer longtemps. Oui, je pense, parce que tout le monde a à y perdre. Comme tu l'as dit, j'ai fait la frontière jusqu'à Parakou, jusqu'à Malanville, pendant la fermeture. Tout le petit commerce, tous les gens qui vivent de transport de marchandises vers le Niger sont aujourd'hui dans une situation économique désastreuse, au Bénin aussi. Or, c'est au nord du Bénin que se le gagnent nord les du Bénin, élections, et comme tu as dit, le nord, c'est le bastion électoral de l'opposition, C'est lui de qui, l'ancien chef qui de change, l'État. c'est Donc le nord c'est clair qui qu'il y a décide qui un gagne. enjeu à la fois pour le Niger et pour le Bénin. Et l'émotionnel fait que on n'anticipe pas, on n'évalue pas les risques qu'on prend les uns les autres. Dans l'histoire politique du Niger, il y a eu de malentendus avec le Mali. Il y a eu en 1976, dans le livre que j'ai écrit récemment, dans le coup d'État de 1976, il était clairement apparu que la Libye a joué un rôle important, puisque les armes ont été prises à l'ambassade de Libye. Mais la posture de l'époque, c'était de taire cela, pour ne pas envenimer la proximité. On ne change pas ses voisins. Le Niger était voisin du Bénin, quoi qu'il arrive, que ce soit Tchani, que ça a été avant Diori, après Tchani aussi. Et le Bénin, au Bénin aussi, le Niger restera le voisin du Bénin. Donc, il est dans l'intérêt de chacune des parties, compte tenu des enjeux qu'il y a à trouver un compromis, à mon avis. Parce que dans cette affaire, on parle du Niger et du Bénin, mais les enjeux sont importants pour la Chine aussi. Bien sûr. La Chine a construit ce pipeline pour 4 milliards de dollars. Et donc, elle a besoin que ça commence à couler rapidement pour pouvoir ça va couler être remboursé. Et il y a C'est des pas ce cubes, qui va il y a des couler, mais cubes ça de va couler. stockage avec 10 jours d'espace disponible. 10 jours. Donc on peut imaginer que dans les 10 jours, cette question sera Mais en réglée. tout cas, mon point de vue, c'est que justement, un des rôles de la CEDEAO serait d'établir des règlements pour que les exécutifs ne puissent pas affamer les différents peuples au nom d'intérêts particuliers. Et là, par exemple, cette manière de fermer, d'ouvrir, de punir, de ne pas punir les voisins parce qu'on est en palabre, c'est immature. Et on remarquera qu'en Côte d'Ivoire, malgré la crise qui a opposée pendant longtemps au Burkina Faso et au Mali, la Côte d'Ivoire s'est comportée de manière exemplaire vis-à-vis de ses voisins sous Laurent Gbagbo, alors qu'elle avait les moyens de les écraser en coupant l'électricité. Mais on était à une autre période et je pense que vraiment, ce qui se passe aujourd'hui montre à quel point la maturation de l'espace CEDEAO a
reculer.